Torah et Société a choisi cette semaine de revenir sur plusieurs faits d'actualité, comme la mise en examen du président du CRIF par Dieudonné, la polémique suite au livre d'Éric Zemmour, et nous parlerons également d'antisionisme. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Roger Kuckerman, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, est donc poursuivi en justice par le polémiste Dieudonné qui lui reproche de l'avoir qualifié d'antisémite. Cette plainte a entraîné une mise en examen de quasi automatique dans les affaires de diffamation. Je suis mis en examen pour avoir déclaré sur Europe 1 que Dieudonné est un professionnel de l'antisémitisme. C'est pas drôle, ça, pour une fois, une seule. Dieudonné est comique, a commenté Roger Kuckerman dans une vidéo diffusée sur le site du CRIF. Je suis fier de cette mise en examen, fier d'avoir dénoncé le mal que Dieudonné fait à notre jeunesse, tant il est le symbole de la haine d'autrui. Je ne retire rien de mes propos et ne cesserai pas de dénoncer ses propos et ses spectacles. Pour rappel, le gouvernement avait fait interdire en janvier dernier Le Mur, ce spectacle de Dieudonné qualifié par Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, d'antisémite et raciste. S'estimant diffamé, l'humoriste controversé avait alors saisi la Cour de justice de la République qui avait classé sa plainte sans suite. Un mot sur cette mise en examen de Roger Kuckerman ? D'abord, dire non seulement toute ma sympathie à Roger Kuckerman, président du CRIF, mais aussi ma respectueuse amitié, mon soutien dans ce combat de la dénonciation de l'antisémitisme. Ceci étant, Dieudonné est un triste cire, humoriste entre guillemets, ça ne fait malheureusement rire personne, polémiste probablement plus que humoriste, ou dans un mélange des genres, je dirais que la pensée s'effondre. Ceci étant, il faut rappeler, et nous l'avions dit à cette antenne il y a un certain nombre de mois, que Dieudonné n'a rien inventé, qu'il s'inspire de propos ou d'écrits d'hommes et de femmes beaucoup plus intellectuels que lui, qui ont pignon sur rue, qui écrivent des ouvrages qui font sursauter le lecteur juif ou non juif que nous pouvons être. Que dit Dieudonné ? Dieudonné dit que de toute façon, le racisme, ce sont les juifs qui l'ont inventé, puisqu'avec Abraham est née la notion de peuple élu, le concept de peuple élu. C'est donc peuple élu, peuple choisi, race à part. Je joue sur les équivalences que d'autres font, qui ne sont évidemment pas les miennes. Nous sommes donc avec Abraham au début du racisme. Et donc en fait, si les Juifs avec Abraham ont créé le racisme, il ne devrait pas y avoir plus de racisme que de Juifs, puisqu'il n'y a de racisme qu'à cause des Juifs, et donc s'il n'y a pas plus de Juifs que de racisme, donc il n'y a pas d'antisémitisme, donc il n'y a pas lieu d'être, c'est son argument, d'être taxé d'antisémite. Et qu'à la limite, c'est une escroquerie, les Juifs n'ont fait que monter une sorte de secte, une vaste escroquerie dont ils tirent profit, et puis là on arrive sur le deuxième volet de sa démonstration, à savoir celui de la souffrance. Et les Juifs ont inventé le racisme, qui a généré de l'antisémitisme, donc qui sont en quelque sorte la cause de leur propre malheur. Mais en plus, ils sont non seulement la cause de leur propre malheur, mais ils sacralisent leur souffrance. Et ils ne prennent pas en considération la souffrance d'hommes et de femmes qui ont peut-être au moins autant souffert qu'eux, ou peut-être plus, ou même s'ils n'ont pas souffert autant, dont on ne parle pas, souffrance dont on ne parle pas. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la souffrance sacralisée des Juifs, qui est mise sur un piédestal et qui donne lieu à de nombreuses commémorations mémorielles. Et puis il y a de l'autre une souffrance qui n'est pas exprimée, qui est sous-exprimée, qui est sous-évaluée, que l'on fait taire, et peut-être que ce sont les Juifs qui font taire ces souffrances sous-évaluées, sous-estimées, et donc il serait temps que la République mette de l'ordre dans la maison, et elle n'est pas juste avec tous ses enfants, puisqu'elle privilégie les Juifs qui sacralisent leur souffrance, qui donnent lieu
à des commémorations mémorielles où évidemment les représentants de l'État sont omniprésents. Voilà la thèse de Dieudonné. Et c'est contre tout cela qu'il faut lutter. Tout cela, nous sommes là dans une sorte de concours de victimisation, la concurrence des victimes, comme disent les historiens. Mon propos n'est pas de démonter les raisonnements de Dieudonné ici à ces antennes. Nous l'avions déjà fait il y a quelques mois. D'autres le font avec brio, à la radio, à la télévision, dans des articles, dans des livres. Je laisse aux experts le soin de faire preuve à la fois d'intelligence, de discernement et de pédagogie sur ce registre-là. Alors, vous disiez en préambule, vous nous expliquiez et vous nous rappeliez plus précisément ce qu'était la thèse de Dieudonné, et vous aviez précisé au début de cette émission qu'il n'était en fait que le porte-parole d'autres personnes, d'historiens. À qui faites-vous allusion? À qui pensez-vous? Écoutez, je prends un exemple et j'ai apporté là sur le plateau le livre, le dernier livre. Je pense que c'est le dernier de cet auteur. D'abord, je cite son nom, Jean Solaire. Jean Solaire est un agrégé de lettres. Et je rappelle que ses premiers écrits portaient sur la sémiotique de la nourriture dans la Bible. Et ces articles étaient parus dans les Annales, la revue Les Annales, la revue d'histoire bien connue, en 1973. Et j'ai souvenir d'une conférence d'Henri Atlan, qui n'est pas n'importe qui, grand intellectuel juif parmi, je dirais, les intellectuels et parmi les juifs, qui citait Jean Solaire, qui citait cet article sur la sémiotique de la nourriture dans la Bible, qu'il trouvait particulièrement audacieux et intelligent au point de le rapprocher de commentaires rabbiniques, comme si Solaire l'aidait à mieux comprendre des commentaires rabbiniques. C'est dans un livre d'Henri Atlan. Je l'ai entendu en colloque des intellectuels juifs de langue française. Je parle d'Henri Atlan. Je prends maintenant le dernier livre, pas les Annales en 1973, mais le dernier livre, 2012. Jean Solaire, je regarde le quatrième de couverture, agrégé des lettres, a été conseiller culturel auprès de l'ambassade de France en Israël de 1969 à 1973, puis au cours d'un second séjour de 1989 à 1993. On va pas parler maintenant de quelqu'un qui n'a travaillé que dans des pays fondamentalistes musulmans. On va parler de quelqu'un qui a été pendant un certain temps donné, il y a 2 reprises, conseiller culturel en Israël. Il a collaboré à l'histoire universelle des Juifs sous la direction d'Élie Barnavi. Donc on ne peut pas taxer de participer à l'œuvre de Forisson de quelqu'un d'autre. Il a déjà publié, on nous donne la liste de ses publications. Pourquoi est-ce que je vous parle de Jean Solaire? Peut-être simplement pour la raison suivante. C'est que, en réalité, ce que dit Jean Solaire, c'est que, ça apparaît au 4e de couverture, le monothéisme, c'est à cause du monothéisme qu'est née une forme d'extrémisme et de violence, comme on l'a vu avec les croisades, l'Inquisition ou les guerres de religion, et comme on le voit de nos jours avec les conflits du Moyen-Orient, sans compter l'influence indirecte mais bien réelle de l'idéologie monothéiste sur le nazisme et le communisme, ces 2 fléaux du siècle passé. Autrement dit, la race supérieure dont Hitler a parlé, ce n'est rien d'autre, selon Jean Solaire dans son ouvrage, qu'une reprise du peuple choisi, du peuple élu, donc la naissance d'une forme de racisme, avec l'idée de pureté de la race, pureté d'un peuple qui vit entre soi, mariage endogamique, sur une terre avec des conquêtes violentes, avec le souci d'éradiquer de la terre le peuple cananéen qui n'a pas sa place sur la terre de ses origines, entre guillemets. Ça évoque le Troisième Reich. J'ajouterais également que l'éternel Sion n'est pas évoqué le millénaire du Troisième Reich. Le mot Reich le traduit. Ça, c'est Jean Solaire. C'est Jean Solaire et en réalité, ce n'est pas très différent de ce que Dieudonné affirme. Sauf que Dieudonné, pour des raisons, disons, ethniques, culturelles, historiques, rajoute la problématique noire, la problématique des esclaves, c'est-à-dire la concurrence d'autres victimes,
alors que Jean Solaire ne fait que dire une chose qui sera reprise par Dieudonné, mais pas seulement par lui, à savoir que les Juifs ont creusé leur propre tombe, autrement dit qu'ils sont la cause de leur propre malheur, puisque le nazisme et le communisme n'est qu'une reprise du principe raciste de peuple choisi, peuple élu, et tout ce que nous en avons dit, à l'instant. C'est beaucoup plus embêtant, c'est beaucoup plus gênant, parce que, rappelez-vous, la polémique dans l'hebdomadaire Le Point, lorsque ce livre est paru, il est paru en avril 2012, Michel Onfray, philosophe parmi d'autres, bien connu, qui publie beaucoup, a pris la défense de Jean Solaire, et puis a commencé à polémiquer tout azimut avec tous ceux qui écrivaient au Point, parce que lui, Michel Onfray, a écrit un texte de 3 pages pour légitimer les écrits de Jean Solaire sur le racisme juif, la violence et l'antisémitisme monothéiste. Et puis lorsqu'on sait l'art de communiquer, le talent de communicant de Michel Onfray, ça fait autrement tache d'huile que le livre de Jean Solaire qui aurait pu rester discret et que personne n'aurait peut-être lu. Alors, on va revenir sur cette idée que vous développez par rapport aux thèses de Dieudonné, les Juifs responsables du racisme, voire de l'antisémitisme. Et il y a eu, en cette fin du mois d'octobre, un autre moment assez fort, c'est le livre d'Éric Zemmour sur Vichy, où Éric Zemmour expliquait, il reprenait là la thèse d'un autre historien, Alain Michel, qui vit en Israël, et qui déclarait, et Éric Zemmour reprenait en grande partie ses déclarations, que finalement le régime de Vichy aurait sauvé les Juifs français, pas les Juifs étrangers, les Juifs français, et peut-être bien plus que l'histoire ou ce que on pourrait croire l'ont laissé penser. D'abord un mot concernant Alain Michel. Je n'ai pas relu le texte d'Alain Michel avant de venir à l'antenne. Je ne l'avais pas chez moi. Ceci étant, connaissant le mode de pensée, d'expression orale et écrite d'Éric Zemmour, et connaissant Alain Michel, je sais différencier entre ce que peut être une analyse sur laquelle on peut ne pas être complètement d'accord, et là je parle d'Alain Michel, mais qui n'est pas polémiste, qui n'est pas caricatural, qui fait un travail d'analyste, un travail de documentaliste comme un historien, et le talent de polémiste d'Éric Zemmour qui consiste à prendre un raisonnement, le tirer jusqu'au bout, extrapoler, l'élargir et en faire une thèse. Ce qui n'est pas la même chose, ce qui n'est plus un travail d'historien, mais simplement un travail de polémiste. Et l'on sait qu'un polémiste aime à ce que son nom soit entendu autant que peut se faire. Une remarque. Beaucoup de choses ont été dites ou écrites au sujet de ces 7 pages dans les 500 pages du suicide français d'Éric Zemmour. Bon. Je n'ai lu que les 7 pages, pas les 500, les 493 autres. Mon propos n'est pas de revenir sur les arguments qui ont été avancés pour contester cette thèse. Des historiens de métier l'ont fait avec talent. Ce n'est pas ce que l'on attend de moi. Il y a quelque chose qui m'a bouleversé dans le propos d'Éric Zemmour, c'est ceci. En substance, il y aurait, mettons, 96% des Juifs français ou des Français juifs qui n'ont pas été déportés. Pourquoi n'ont-ils pas été déportés ? Parce qu'il y a un pourcentage de Juifs étrangers qui l'ont été. J'ai envie d'ajouter à leur place. Autrement dit, s'il n'y avait pas eu. Parce que ce n'est peut-être pas la pensée d'Éric Zemmour, mais le problème c'est que lorsqu'on est polémiste, lorsqu'on se veut rapide, on est nécessairement, je dirais, fautif. C'est irresponsable des lectures tout aussi rapides ou de l'écoute tout aussi rapide que les lecteurs ou les auditeurs peuvent avoir de ces propos. Autrement dit,
S'il n'y avait pas eu de juifs étrangers, les juifs en France n'auraient rien subi. Ce qui est déjà une affirmation totalement contestable, contestée, et en réalité totalement fausse. Mais ce n'est peut-être pas le fond de la pensée d'Éric Zemmour, mais en ramassant son raisonnement de la sorte, autrement dit, c'est la déportation des juifs étrangers, autrement dit un problème de xénophobie, de la peur de l'étranger, d'une forme de sédentarité excessive de la part de Français, de Vichy, et d'une absence de compassion, d'esprit de cosmopolitisme, d'accueil de l'autre. Oui, mais si les juifs étrangers n'étaient pas venus en France, nombre de gens vont considérer qu'il ne se serait rien passé. Ça, je dirais que c'est mortel pour les juifs, parce que ça rend les juifs responsables d'autres juifs. Autrement dit, ce sont les juifs étrangers qui sont fautifs, et que heureusement qu'il y a eu Vichy pour que la faute n'ait pas d'effet ou d'implication sur les juifs français. Et de là, le français moyen, ou moins que moyen, comprendra, eh bien, si chacun restait chez soi, il ne se passerait rien. Ou plus exactement, tout irait bien. Et ce que je n'accepte pas, ce que je ne supporte pas, c'est de rendre des juifs responsables du malheur d'autres juifs. Autrement dit, de dédouaner Vichy en mettant sur le compte des juifs étrangers ce qui aurait pu arriver aux juifs français et qui, heureusement, grâce à Vichy, n'est pas arrivé. D'une certaine manière, on n'est pas sur le même registre, on n'est pas sur le même sujet qu'avec Dieudonné, avec Solaire, avec d'autres dont nous parlions tout à l'heure. Mais on retrouve cette idée que les juifs sont responsables de leur propre malheur, ce qui est une manière de dédouaner les non-juifs du mal qu'ils font aux juifs. Finalement, d'un côté on nous dit c'est les juifs étrangers qui sont la cause des malheurs qui auraient pu arriver aux juifs français, et qui d'ailleurs sont arrivés aux juifs français, les malheurs qui sont arrivés à certains juifs français, et de l'autre on nous dit s'il y a eu la Shoah, c'est à cause du peuple élu, autrement dit des juifs, inventeurs du racisme, et j'allais dire comme Dieudonné, inventeurs de l'antisémitisme. Autrement dit, c'est toujours la faute aux juifs. Alors si vous dupliquez ça sur l'État d'Israël, autrement dit, l'État d'Israël, c'est à cause de la Shoah, diront, à tort de mon point de vue, c'est pas à cause de la Shoah qu'il y a eu l'État d'Israël. Si je devais retrouver une cause au sionisme, ce n'est pas dans la Shoah que j'irai chercher, mais beaucoup plus dans l'affaire Dreyfus. Autrement dit, dans le principe d'émancipation nécessaire des Juifs, qui en ont pris conscience au moment de l'affaire Dreyfus. La Shoah peut être accélérée, mais n'en est certainement pas la cause. Je parle du sionisme. Herzl a pris conscience d'un certain nombre de choses avec l'affaire Dreyfus. Pourquoi je rappelle cela ? Parce que l'État d'Israël, c'est ce que pensent ceux qui n'aiment pas Israël. Si il a existé, s'il a été créé, s'il mène cette politique, si les Israéliens se réfèrent constamment à la Shoah. Mais en fait, la Shoah, Hitler n'a rien inventé, puisque ce sont les Juifs qui ont inventé le racisme, et Hitler n'a fait que le reprendre. Je le rappelais tout à l'heure. Autrement dit, avec l'État d'Israël, les Juifs sont en train de légitimer le fait que c'est à cause d'Hitler, alors qu'Hitler n'a rien inventé, c'est à cause des Juifs. Autrement dit, les Juifs sont responsables de l'antisionisme qui déferle sur le monde aujourd'hui. Ils sont responsables de leur propre malheur. Et on se retrouve constamment dans le fait que le monde est innocent, les nations sont innocentes, qu'elles sont pour rien, on les accuse de choses à tort, mais que ce sont les Juifs qui sont la cause de leurs propres difficultés, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Là, nous sommes entrés dans un cercle infernal où il n'est plus possible de dénoncer quoi que ce soit, sauf à se délégitimer soi-même, et finalement à dire qu'en tant que juif, on ferait mieux de s'assimiler, on ferait mieux de se confondre avec les nations, on ferait mieux de se comporter comme les nations se comportent. Là,
ce serait la fin du peuple juif. Comment on est passé ces dernières années d'un antisionisme virulent à un antisémitisme à visage découvert. On a pendant des années dit que l'antisionisme était une forme déguisée d'antisémitisme. Les gens faisaient très attention, les antisionistes, à ne pas justement franchir cette frontière avec cet argument. On peut très bien critiquer la politique du gouvernement israélien sans forcément être antisémite. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a vraiment plus aucune barrière entre antisionisme et antisémitisme. Et on l'a vu dans les deux cas, que ce soit avec Dieudonné ou que ce soit avec Éric Zemmour, où cet antisémitisme, cette volonté de dire que les Juifs sont responsables de leur propre malheur, on l'a en Europe et on l'a aussi au Proche-Orient avec l'État d'Israël. Il y a plusieurs manières de répondre à votre question. Je dirais que c'est une question lourde, une question complexe. Il y a de multiples approches, comme on dit, il y a de multiples entrées dans la problématique. Je vais vous surprendre, mais plutôt que de faire le procès de l'Europe, ce que nous avons déjà fait à cette antenne, en rappelant le rôle joué par la Shoah dans un renversement chez les Européens de perspective, c'est-à-dire que leur culpabilité s'est déplacée sur des accusations. Coupables de ce qu'ils ont laissé faire avant la guerre, ils veulent culpabiliser les Juifs aujourd'hui en leur disant que eux, ils ont tiré les leçons de la Shoah, mais que les Juifs se comportent comme les bourreaux d'avant-hier, c'est-à-dire d'avant la Shoah. Ça, c'est un raisonnement qui est bien connu. Je dirais que celui qui l'a poussé le plus loin est peut-être Jean-Claude Milner, dans son ouvrage sur les tentations meurtrières de l'Europe démocratique. Et puis, je dirais aussi qu'Alain Finkielkraut, dans certains écrits ou dans certains propos, le reprend à son compte, et à mon sens à juste titre. Prenez un auteur juif, quelqu'un que l'on ne peut pas confondre avec Dieudonné, ni même avec Jean Solaire. Prenez Georges Steiner. Georges Steiner, c'est le grand intellectuel juif européen qui vit toujours, professeur à l'université de Genève, professeur à l'université de Cambridge, qui a écrit des livres remarquables sur la fin du tragique, sur Antigone et nombre d'autres ouvrages. Je pense sur Tolstoï, sur Dostoïevski, La mort de la tragédie, un livre remarquable qui est Le langage et le silence. Georges Steiner, qui est-il ? Georges Steiner, c'est un juif viennois qui a vécu pendant la guerre à New York, puis à Paris, puis à Genève, qui avait 11 ans en 1940 et qui a donc eu la chance de pouvoir émigrer aux États-Unis. En réalité, que dit-il ? Et je reprends l'ouverture, la préface à son livre, l'introduction à son livre, qui est son seul roman, Le transport de A.H. A.H., ce sont les initiales d'Adolf Hitler. C'est le seul roman qu'il ait écrit. Les ouvrages de Georges Steiner... Les ouvrages de Georges Steiner traitent du sujet suivant: comment survivre à l'Holocauste et à l'effondrement de la civilisation humaniste. Bon, alors ça c'est un sujet général. Et puis on arrive à ce roman où Georges Steiner met dans la bouche d'Adolf Hitler, qui ne se serait pas suicidé, mais qui aurait été retrouvé en Amérique du Sud, dans la jungle amazonienne, qui a été récupéré, enlevé par évidemment une équipe israélienne qui va être jugée à Tel Aviv, mais qui, avant d'être jugée, il faut d'abord faire un débriefing devant l'équipe qui l'a kidnappé. Et en réalité, le chef du commando qui a kidnappé a très peur, a très envie de réentendre Adolf Hitler, qu'on réentende sa voix, témoignage historique, mais d'un autre côté, il a très peur de ce qu'il va dire. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que Hitler va dire ? Mais en fait, moi, j'ai rien inventé. Ce que vous taxez de racisme, d'antisémitisme, c'est vous les Juifs qui l'avez créé, qui l'avez initié.
avec le peuple élu. On retrouve la même thèse que celle que l'on évoquait tout à l'heure chez Solaire et chez d'autres, et chez Dieudonné. Mais là, nous sommes chez Georges Steiner, un intellectuel juif européen de réputation mondiale, qui a écrit des ouvrages brillants que l'on peut citer, sur lesquels on peut réfléchir. Et ce n'est pas seulement qu'il le met dans la bouche d'Adolf Hitler, mais il le dit dans d'autres ouvrages. Sinon, on dirait ce n'est qu'un roman. Il a projeté dans ce roman la politique du pire. Non, c'est sa pensée. Le roman se termine sur une dénonciation d'Israël. Steiner, qui a toujours affirmé que le nationalisme est un venin mortel, ne voit en l'État d'Israël qu'un miracle plein d'amertume. Les camps de réfugiés arabes sont la revanche des antisémites. Les survivants de l'Holocauste chassent les Palestiniens de leurs terres. Ça, c'est la thèse de Georges Steiner. Mais quand Steiner écrit ce roman, et que je sors bouleversé de la lecture de ce roman qui est édité, un vieux roman, qui est le seul que Steiner ait écrit, édité en livre de poche, ce ne sont pas que des propos d'Adolf Hitler que Steiner met dans la bouche de ce dernier, c'est la pensée de Georges Steiner, à savoir que les Juifs ont creusé leur propre tombe. Et il ajoute qu'il y a un lien secret entre Juifs et fascistes, et que c'est du judaïsme même que le nazisme a tiré sa foi en une race élue. Autrement dit, Hitler n'a fait, et c'est ce que Steiner dit, Hitler n'a fait que parodier le concept judaïque de peuple choisi pour forger de celui de race supérieure. Alors, quand vous me demandez qu'est-ce qui fait que l'on est passé de l'antisionisme à l'antisémitisme, entre l'antisionisme et l'antisémitisme, on est d'abord passé par le racisme. Les Juifs sont racistes. L'État d'Israël est un État raciste. Pourquoi ? Mariage endogamique, vivre entre eux, mur entre Israéliens et Palestiniens, et puis ensuite oublier la souffrance des autres, ne prendre en considération que sa propre souffrance, c'est moi, moi et toujours moi. Ensuite, État-nation, alors que l'Europe, l'Union européenne, c'est la mort, c'est la fin des États-nations. Vous voyez, tout ça fait que Israël n'a pas tiré les leçons de la Shoah. Parce que si les États-nations sont défaites dans l'Union européenne, c'est précisément pour prévenir les conflits qui existaient en Europe avant la guerre. Or, si Israël avait le courage de créer une confédération avec les Palestiniens, un État pour deux peuples, ou deux peuples vivant en parfaite harmonie, etc. Mais attendez, le problème de la culture, le problème de l'histoire, le problème des religions, le problème politique fait que le Proche-Orient n'a strictement rien à voir dans son histoire avec l'Europe. Cela, nous l'avions déjà dit à l'antenne, mais là, comme on ne peut pas comprendre, ou qu'on ne sait pas comprendre, ou qu'on ne veut pas comprendre cela, on taxe les Juifs de racistes, et entre antisionisme et antisémitisme, il y a d'abord le racisme des Juifs qui fait que demain, on dira de l'État d'Israël qu'ils sont antisémites. On le dira. Et plutôt qu'on ne le craint, qu'on ne le pense, malheureusement, je le crains. Pour finir cette émission, j'aimerais vous citer un article qui est paru aux États-Unis de Yann Bourema, qui enseigne la démocratie, les droits de l'homme et le journalisme au Bard College à New York. Et il finit son article en disant « Tandis que le monde se fragmente, des peuples inquiets se replient sur des identités de plus en plus étroites. C'est le cas des Écossais, des Catalans, des Flamands, des Kurdes, des Sunnites, des Chiites et d'autres. L'idéal internationaliste des années d'après-guerre disparaît rapidement pour faire place à des sentiments d'appartenance tribaux, nationaux, ethniques ou religieux. Il est paradoxal de voir Israël, un État-nation construit par un peuple méprisé pour son cosmopolitisme, devenir un symbole majeur de cette tendance inquiétante. » Oui, c'est-à-dire que le cosmopolitisme ne fait sens qu'à partir du moment où l'on recherche ensemble, non seulement le respect des différences, mais aussi un certain nombre de dénominateurs communs. Autrement dit, que l'on ne donne pas que des droits au peuple, mais aussi des devoirs. À partir de là, dès lors que l'on ne donne pas des devoirs, autrement dit des obligations communes qui cimentent le vivre ensemble, chacun voit dans son particularisme une source de droit
qui lui permet de ne pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Vous savez, ça ne dure qu'un temps, parce que vivre longtemps un particularisme est difficile dans le monde économique, politique que nous connaissons. Et si vous me permettez de relier cela à l'État d'Israël, jusqu'en 67, à part le Parti communiste, globalement la gauche aimait bien Israël. C'était le kibbutz, un idéal, égalité, émancipation, utopie, la seule qui réussissait, qui n'était pas meurtrière, le seul isme, comme on disait autrefois, qui avait réussi. Et puis la rupture avec ses origines, la création de quelque chose d'utopique, c'est-à-dire de tellement neuf, de déraciné de ce qui est archaïque, de ce qui est ancien. Et puis, il y a une chose que les peuples de la Terre n'ont pas vu venir, et peut-être que les Israéliens non plus n'y ont pas pensé, ou pas tous pensé, c'est qu'il y a eu un retour du religieux. Parce que lorsqu'on s'émancipe, lorsqu'on coupe avec ses origines, un jour se pose la question d'où l'on vient. Et donc il y a eu, comme on dirait, pas un retour d'inconscient. C'est pas une reprise par l'inconscient de la réalité, mais il y a eu un retour de manivelle avec une conscience religieuse. Elle peut être de grande qualité, elle peut être de faible qualité, peu m'importe. Mais il y a eu ce retour du religieux pour donner sens à l'histoire d'Israël. Ce qu'avant 67, les fondateurs sionistes, mais laïcs, produits de l'émancipation, n'avaient pas pensé. Et l'État d'Israël est perçu aujourd'hui non plus comme une utopie, mais comme un retour du religieux et du nationalisme qui, évidemment, dans l'univers laïque, où tout le monde doit avoir une identité commune et où chacun préserve ses droits sans penser nécessairement les devoirs ensemble, fait que Israël apparaît comme un État-nation qui se replie sur lui-même, donc qui est raciste, et qui va contre le courant de l'histoire, autrement dit, qui n'a rien compris, et à la modernité, et à la post-modernité, comme dirait Shmuel Trigano. Voilà où nous en sommes, et les nuages sont sombres. Je ne dis pas qu'il y aura un tsunami, mais nous devons savoir mettre des mots sur la réalité. Nous devons savoir argumenter, contester, réfléchir. Et j'ajouterais que ce n'est pas dans la fuite en Israël que réside le salut, dans la mesure où nous devons être capables de faire front devant ces thèses, devant la violence, devant l'antisémitisme. Et chacun est libre de choisir sa voie, que ce soit ici en Europe, en France ou en Israël. Mais ce n'est pas dans un sentiment de peur que doit se faire le retour à Sion. Gilles Bernheim, je vous remercie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir.